tout une offensive. Et je vous disais, je vous rappelais justement ces lois bioéthiques qui n'ont pas autorisé la recherche sur l'embryon. Effectivement, c'est extrêmement dangereux. Pourquoi on n'a pas avancé sur l'embryon? Parce qu'il y a des organisations aujourd'hui qui sont très fortes et qui voudraient donner statut juridique au fœtus et à l'embryon. Et si ça passe, il y a certains endroits aux États-Unis, il y a certains endroits dans le monde où l'embryon a statut juridique. À partir du moment où il y a statut juridique du fœtus et de l'embryon, c'en est fini du droit à l'IVG. Et il y a des tentatives, c'est des tentatives qui ont toujours existé depuis les lois sur l'IVG. Deuxième chose qui est importante, il faut aussi savoir que la loi de 1920, les deux lois de 1920-1923, qui ont été les lois les plus répressives sur l'avortement et sur la contraception, hein, après, donc justement, dans les périodes où il y avait ces poussées des néo-malthusianistes avec des gens comme Paul Robin, qui était un libre penseur, qui a été un des premiers à amener des produits contraceptifs sur le territoire français. Il faut savoir que ces deux lois répressives, qui ont été les politiques natalistes après la guerre de 14, n'ont toujours pas été abrogées. Il faut savoir qu'elles peuvent être encore réutilisées. Donc si, à un moment donné, on décide d'abroger la loi Veil ou de la remettre en question, on peut revenir sur ces deux lois répressives 1920-1923 qui ont quand même été à l'origine de la décapitation d'une femme accusée d'avortement pendant la guerre de 39-45. Je ne sais plus son nom, enfin, tout le monde la connaît. Voilà. Elle a quand même été décapitée pour avoir pratiqué des avortements. Donc c'est quand même pas rien. Et c'est vrai que ce recul, il est effectivement directement lié à ce recul par rapport aux religions, enfin, à ce retour. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on se batte, nous, libres penseurs, principalement bec et ongle, pour défendre la loi de 1905 et à certains moments la renforcer. Si tu me permets de rajouter, il faut aussi préciser qu'à chaque législature, depuis le vote de la loi Veil, il y a systématiquement des députés qui déposent des projets de loi afin d'annuler les lois Veil. Et on peut également préciser qu'il y a une campagne nationale du planning il y a quelques temps qui a été soutenue par la Fédération de la libre pensée, on l'avait soutenue à l'époque, qui était pour faire revenir le gouvernement en arrière sur la suppression des 2/3 du budget des plannings au niveau national. C'est vrai qu'on s'était battu à l'époque avec les copines du planning, on avait réussi à faire marche arrière au gouvernement, mais c'est pas gagné, c'est une lutte de tous les instants. Bien le préciser. Donc effectivement, quand André Léo demandait la maternité maîtrisée, je dis 150 ans après, il faut qu'on tienne, parce que malheureusement, c'est une remise en question permanente. Oui, justement, vous venez de parler de cette femme qui a été décapitée, guillotinée, pour appeler les faiseuses d'anges. Oui. Et justement, dans la période actuelle, étant donné que, en même temps que cette régression arrive avec la crise que l'on connaît, et dans laquelle de plus en plus de gens ont du mal à vivre, est-ce qu'on ne retrouve pas des faiseuses d'anges? Les gens, beaucoup de gens dans les milieux populaires n'ont pas les moyens d'aller, quand ils ont fait 5, 6 ou je ne sais 11, vous avez dit tout à l'heure, sans IVG, est-ce que la tentation n'est pas grande de retrouver ces faiseuses d'anges? Et là, ça serait vraiment dramatique. Alors, je ne suis pas loin de penser qu'à nouveau, on sera obligé d'avoir recours à ces avorteuses sur les tables de cuisine. C'est clair que c'est un problème. Il y a un autre problème aussi. Et bon, alors ça, c'est médical, mais c'est aussi politique. C'est la disparition des gynécologues médicaux. Hein, il est clair que cette disparition des gynécologues médicaux, moi je fais aussi partie du comité pour la gynécologie médicale. C'est vrai que la disparition progressive des spécialistes en gynéco va nous poser d'énormes problèmes, va poser d'énormes problèmes pour les femmes. Et puis, on est dans un recul aussi par rapport à la maternité. Il faut savoir aujourd'hui qu'on est en train de fermer, bon, on a fermé des tas de maternités, il y a des maisons de naissance qui sont en train de se mettre en place, hein, parce que la santé des femmes est largement remise en question. Et moi j'avais assisté justement à la dernière réunion du comité pour la gynécologie médicale, et il y avait une interne qui était là qui nous expliquait que donc maintenant alors on va faire de la médecine au rabais, il faut être clair, hein. Bon, moi je suis ophtalmo, ce sont les opticiens qui vont faire mon boulot, les gynécos sont les sages-femmes qui font tout le boulot, mais aujourd'hui on est dans une logique de création de ces maisons de naissance où les nanas vont venir accoucher et repartir avec leur monde sous le bras. C'est-à-dire c'en est fini
de l'hospitalisation, qui était une protection pour les femmes. Il faut quand même savoir que si on avait largement limité la mortalité infantile, la mortalité maternelle dans la périnatalité, c'est bien parce qu'on hospitalisait les femmes et qu'on les surveillait. Et aujourd'hui, les maisons de naissance qui vont être, alors quand elles seront à côté d'un hôpital, c'est ce que nous disait cette fille, quand elles seront à côté d'un hôpital, c'est bien, mais quand elles seront loin d'un hôpital, si une nana fait une hémorragie, elle n'a pas le temps d'arriver à l'hôpital. Donc on est dans un recul pour les femmes, non seulement par rapport aux droits, mais aussi par rapport à la santé, par rapport à plein de choses. Et c'est quand même, bon, alors on est dans un recul par rapport à la santé en général, on est bien d'accord que maintenant pour se soigner, ils appellent ça le parcours de soins, mais je peux vous dire que c'est plus qu'un parcours de soins, c'est un parcours du combattant pour arriver à se faire soigner. Mais par rapport aux femmes, on est effectivement dans un recul très très important, dans une régression, et si on ne revient pas au Moyen-Âge, en tout cas, on est en train de revenir au 19e siècle. Je voudrais rebondir sur le rôle des femmes dans la commune, et là je vais citer de 20 ans d'art. En 1890, en Allemagne, au congrès d'Erfurt, le SPD allemand crée une internationale ouvrière féminine avec à sa tête est nommée Clara Zetkin. Le rôle des femmes pendant la Révolution allemande a été déterminant de sujets. En 1914, lors de la déclaration de guerre, la social-démocratie allemande passe définitivement du côté de l'ordre bourgeois en votant les crédits de guerre. Or, l'internationale ouvrière, avec Clara Zetkin à sa tête, avec un nombre de militantes, enfin d'adhérentes énormes, 608 si ma mémoire est bonne, il tirait un journal à plus de 125 000 exemplaires. Pendant la guerre, ils se sont battus, les femmes se sont battues pour l'arrêt de la guerre. C'est-à-dire qu'ils avaient encore la possibilité de pouvoir s'exprimer. 1914, 1915, 1916, 1917. Clara Zetkin exclue de SPD. Donc, tout rentre dans le rang. J'entends, vous avez cité plusieurs fois le fait que 150 ans après, 70 ans, rien n'avait changé. Il ne faut quand même pas oublier qu'entre-temps, il y a eu quand même, justement, la révolution allemande, qui a échoué également, mais la révolution russe a pris le relais en 1917. Le rôle des femmes aussi était très déterminant en Russie. Et je reviens maintenant encore actuellement, en 2012, quand on entend le problème que les femmes sont confrontées sur l'IVG, sur la femme, on peut se poser la question, mais alors, quel type de gouvernement pourra arrêter ce bras destructeur des gynécologues, des maternités confirmes, des hôpitaux? Donc tous les problèmes restent posés. Alors quel type de gouvernement pourra satisfaire ces revendications, sinon un gouvernement ouvrier? Donc revenir aux sources de la Commune de Paris. On est bien d'accord. Alors, je suis très contente que vous parliez de ces mouvements de femmes justement pour la paix. Il faut savoir que il y a eu Clara Zetkin, il y en a eu d'autres. Il y a eu Bertha von Suttner, qui a été une des premières femmes prix Nobel, puisqu'elle a été prix Nobel de la paix. Et on parle souvent dans les rangs de la libre pensée, et j'aime bien leur rappeler quand même aux camarades, on parle souvent des trois députés quientaliens, Pierre Brison, Alexandre Blanc et puis Raffin Dugin, qui sont allés à Quiental pour voter contre les crédits de guerre en 1916. Et j'aime bien leur rappeler quand même que si on parle de ceux-là, on oublie largement effectivement ces congrès de femmes, d'organisations de femmes qui existent encore aujourd'hui d'ailleurs, qui ont créé le mouvement, je ne sais plus, enfin bon, je vais retrouver ça, mais c'est une organisation qui existe encore aujourd'hui, mais on a totalement occulté que pendant la guerre, il y a des femmes qui se sont réunies en congrès, une fois à Berne, une fois à Zurich, je crois, en 1915-1916, pour dire non à la guerre. Et on les a complètement oubliés, et on continue à les oublier, on continue à occulter. Parce qu'il ne faut quand même pas oublier, malgré tout ça, et c'est pour ça qu'on est là, et c'est pour ça qu'on parle de femmes ce soir, mais que l'histoire des femmes est quand même largement oubliée, et c'est pour ça que j'ai commencé mon intervention en disant qu'effectivement, dans la commune de Paris, il était temps qu'on leur redonne leur lettre de noblesse à toutes ces femmes, parce qu'effectivement, elles ont quand même été largement oubliées, et on oublie l'histoire des femmes. Souvent, elles sont oubliées. Mais je suis très contente qu'on parle de ces femmes, parce que jusqu'à maintenant, j'avais l'impression d'être une des